je pense qu'on y est. Bonjour Benoît. Hop, j'ai mis le micro. Bonjour. Super de te voir et de t'avoir ici avec nous. J'ai eu le plaisir de dire un deux mots par rapport à la conférence. Je suis président du cadre Anthony, je suis président du cadre digital et technologique de l'ESSEC. Je remercie toute la structure de l'ESSEC qui nous aide toujours, en particulier Jeanne et Paul, qui est une autre personne qui œuvre derrière le rideau, qui fait en sorte que ces événements soient toujours un succès. Ce mois-ci, nous avons 7 événements qui est une très belle masterclass dont demain parlera. Nous avons aussi 2 événements majeurs. Un à la fin du mois, le 26 septembre, une conférence prospective 2050 avec l'ouverture de Jacques Attali et d'autres intervenants de grande qualité au niveau mondial, je dirais. Nous avons le fondateur de Ethereum, Joseph Lubin, et d'autres personnes que vous trouverez dans l'agenda. Et on a, comme d'habitude, tous les 2 pour 1, le petit déjeuner Digital Innovation Champions, qui est lié à des personnalités de l'ESSEC qui ont eu des carrières exceptionnelles. Cette fois-ci, on rencontrera le 17 septembre au matin, au 8h30, Philippe Mouton, qui a fondé Cyberm, qui est la société qui crée les microprocesseurs pour les supercalculateurs européens. Si je vois qu'il y a un partenariat avec HPI. En tout cas, c'est ça le message principal. C'est les 90 millions d'euros l'année dernière. On n'est pas manqué, mais je ne parle pas plus. Et je me tourne vers toi, Benoît. Merci encore d'être là. On avait évoqué cette belle masterclass qui est aussi un petit peu provocatrice. Et je ne dirai pas plus. Je te laisse le micro et on démarre. D'accord. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien, clairement? Il n'y a pas de... Ok, bon, super. Bon, parfait. Tout le monde m'entend bien, visiblement. Donc, c'est la rentrée, hein, déjà. C'est bien. Donc, je propose qu'on parle de vacances. Je vous... Qui a passé des bonnes vacances? Si dans la salle, vous pouvez lever la main. Oui, mon gars. Bon, tout le monde a passé des bonnes vacances. C'est bon. Super. Alors moi, j'ai passé mes vacances, j'ai fait le tour du monde et j'ai donné plein de conférences un peu partout, à Bangkok, à Tokyo. Non, non, en fait, ces photos sont complètement fausses. J'étais plutôt à la mer. Je suis allé pêcher avec mon ami Newman sur l'île de Bali, puisque je vis à Bali, hein, ce qui me permet de me déconnecter assez souvent de la technologie et de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, cette photo est vraie, les autres sont fausses. C'est vrai on a un moment où eh bien, l'intelligence artificielle remet en question un média qui était la photographie, qui n'a pas duré très longtemps. C'était le seul média en fait qui servait de preuve, notamment pour les policiers, hein, dès la fin du 19e siècle. On pouvait prouver quelque chose avec une photo parce que le process en fait de fabrication de la photo faisait qu'il y avait toujours quelque chose de vrai derrière, même si on pouvait toujours la manipuler. Et depuis que la photo s'est numérisée et depuis maintenant l'intelligence artificielle, cette fonction de la photo a désormais disparu. Plus aucune photo, en tout cas, peut vraiment être considérée comme vraie. En tout cas, il faudra réinventer des nouvelles façons de prouver l'authenticité des photos. Mais c'est un petit temps dans l'histoire où il y a eu un média qui permettait de servir de preuve. Puisqu'on parle de vérité, de vraies et de fausses photos, on va faire un petit jeu. Alors, vous allez pouvoir lever la main et dans les commentaires, mais peut-être que ouais, oui, oui, j'ai accès au chat. Vous allez pouvoir voter. Alors, je vais vous montrer 4 photos à chaque fois et vous allez me dire quelle est, selon vous, la vraie photo. Donc, il y a 4 photos, il y a 3 photos qui ont été générées par l'intelligence artificielle et une photo qui est une vraie photo. Alors, dans le chat, je vous propose de me dire laquelle, donc vous avez des numéros 1, 2, 3, 4, laquelle vous pensez est la bonne. Alors, je vois la une, qui est la 3, intéressante. La une. Là, Henri Pierre qui dit la 2. Alors, en fait, c'est bien la 2. Effectivement, c'est pas ni la une ni la 3, mais c'est vrai que la une et la 3, je comprends qu'on puisse penser qu'elle soit vraie. Alors celle-ci, pareil, il y a une photo, une vraie photo qui se cache parmi ces 4 photos fausses, enfin ces 3 photos fausses, laquelle, donc là vous avez pareil, 1, 2, 3, 4.
Alors, la 4, pour certains, voilà la 1. La 4, effectivement, et la 4 est intéressante. La 1 et la 4. Et souvent, d'ailleurs, la 1 revient très, très souvent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Eh bien, c'est la 3. Mais personne n'a trouvé cette fois-ci. Je n'ai pas vu la 3. Effectivement, elle paraît un peu IA parce qu'elle est un peu biscornue, mais en fait, c'est un effet de caméra qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait obtenir avec l'IA. L'IA aime bien ce genre de photos, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Elle faisait très photo IA, mais en fait, c'est une fausse photo. Et la dernière, c'est du noir et blanc. Celle-là, personne n'a jamais trouvé. Vous avez la 1, la 2, la 3 ou la 4. La 2, c'est la 2 et la 3 qui revient très souvent. La 2, la 3, la 2 et la 3. La 4, alors, c'est la 1. Effectivement, la 2 semble, parce qu'elle est très bien cadrée, il y a un cadrage intéressant, il y a ce qu'on appelle un cadre dans le cadre quelque part. Donc, effectivement, elle est très très bien cadrée, mais ça, justement, les IA génératives sont tout à fait capables de le faire. Celle-là, vous la connaissez, cette image, elle date d'il y a déjà 2 ans maintenant. C'est un ouvrier en bâtiment qui a perdu son frère, donc qui a essayé de reproduire la photo de son frère avec les IA génératives d'images, notamment le logiciel Midjourney. Alors là, ce n'est pas son frère, évidemment, c'est le pape en Balenciaga, avec cette grosse doudoune. À quoi est-ce qu'on... Déjà, c'est il y a 2 ans, donc déjà, elle était extrêmement réaliste. Elle a fait le tour du monde, cette photo. À quoi, à votre avis, vous pouvez me le dire dans les commentaires, on reconnaît que c'est une photo générée par l'IA? Il y a quelques petits détails qui permettent de le voir. La croix. Alors, la croix, effectivement, c'est intéressant parce que vous voyez effectivement que la croix, il n'y a qu'un seul cordon, donc on a l'impression qu'elle tient par l'opération du Saint-Esprit. Bon, en même temps, pour le pape, ça s'explique. Le wet droit, alors je pense que c'est le wet droit. Différence d'éclairage, de luminosité, effectivement. Vous avez aussi les mains, alors pas la main de gauche, enfin la main qui est à droite, mais c'est sa main gauche, pas celle-là, mais la main droite, effectivement, elle a quelques défauts. L'alliance au doigt, ou en tout cas, il y a un truc effectivement au niveau de la main qui est pas super clair. Effectivement, si on compare avec cette autre photo du pape au sport d'hiver, on voit qu'effectivement, là, la main, elle est absolument parfaite. Alors, cette photo est fausse également, parce qu'entre-temps, les IA génératives d'images ont fait d'énormes progrès sur les défauts, justement. Donc, il y a très souvent, ce sont les mains, tout ce qui est complexe, en fait, à comprendre de façon visuelle pour une IA générative. Ça reste compliqué. Et les textes, donc très souvent, tout ce qui est texte, panneau, par exemple, c'est un petit peu flou sur les images générées par l'IA. Ça l'est encore un petit peu, mais les mains, maintenant, on n'a quasiment plus de problème. Et sur le texte, maintenant, vous avez des nouveaux logiciels qui permettent de générer du texte de façon presque parfaite, en tout cas. Donc, le lien, la différence entre la réalité et la fiction est de plus en plus difficile. Par exemple, ces 2 jeunes filles, on peut les faire bouger, vous voyez, maintenant, les images, mais en fait, ne sont pas réelles. Comme elle l'explique. Et là, vous voyez qu'on a très, très peu de défauts. On a vraiment une impression tout de même de réalisme qui est assez étonnant. Alors, toutes ces images sont faites avec des logiciels donc d'IA générative. On appelle ça les logiciels d'IA générative d'images. Le plus connu s'appelle Midjourney. Alors, jusqu'à une certaine époque, c'est un peu moins le cas maintenant aujourd'hui, il fallait y aller sur un forum qui s'appelle Discord et puis on rentrait tout simplement un texte. On décrit le plus précisément l'image possible. On peut rajouter des éléments de style. Et vous voyez là que l'image apparaît petit à petit. Je vais vous expliquer pourquoi elle apparaît petit à petit. Elle se diffuse en fait petit à petit, pixel par pixel, couche par couche, pour ensuite permettre d'avoir une très jolie image de Donald Trump, par exemple, avec cette doudoune Balenciaga. Et puis maintenant, vous avez beaucoup plus de logiciels comme Flux, par exemple, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le réalisme, parce que vous ne pouvez plus faire de photos de Donald Trump avec Midjourney maintenant, par exemple, qui est le logiciel le plus connu, puisque le temps des élections, Midjourney a censuré le mot-clé Donald Trump, mais avec d'autres logiciels comme celui-là qui s'appelle Flux, qui est le dernier qui vient de sortir. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, ou presque, avec Donald Trump.
Voilà. Et puis on va faire un autre jeu maintenant. On va tenter d'écrire un livre en entier. On va le faire en quelques secondes ensemble. Et donc on va écrire un livre complet de plusieurs pages, évidemment, en quelques secondes en utilisant l'intelligence artificielle générative. Donc j'ai choisi un thème sur, qui est en fait, je ne sais pas si vous avez, j'ai écrit un livre sur la surcharge informationnelle qui s'appelle Information de l'indigestion. Donc, je voulais voir si je pouvais en quelques secondes écrire un livre sur le même sujet avec l'IA générative. Voilà, en fait, il s'écrit beaucoup plus vite que le temps qu'il me faut, en fait, vous voyez, pour dérouler le texte. Mais on a une cinquantaine de pages là, qui ont été générées par l'IA automatiquement. Alors évidemment, derrière tout ça, il n'y a pas mon style, il n'y a pas tout ce que je raconte, il n'y a pas de recherche qui sont faites derrière, et c'est fait uniquement sur la base des informations disponibles qui sont réinterprétées, donc il y a un risque d'erreur très important. Donc je ne vous recommande pas d'écrire un livre de cette manière-là, même si Amazon a été pendant longtemps envahi par ce type de livres, alors qu'ils ne sont pas sans queue ni tête. Hein, le livre, je ne l'ai pas lu en entier parce que c'est un peu chiant, mais en tout cas, il est tout à fait cohérent. Et il a été fait celui-là avec une IA générative qui s'appelle Llama, qui a donc été créée par Meta, hein, qui pilote Facebook. C'est une IA auquel on n'a pas forcément accès très facilement parce que c'est une IA qu'on appelle open source, donc qui doit être intégrée dans d'autres logiciels. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on peut se poser la question de l'intelligence. Est-ce qu'on est face là à une intelligence pour écrire un livre complet hein, avec des chapitres, un plan, des arguments, pour arriver à comprendre quand je dis Donald Trump en slip en latex, qu'est-ce que ça veut dire, et donc arriver à recréer ça. Est-ce qu'on parle d'intelligence ou pas? Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. On entend souvent que l'intelligence artificielle n'existe pas, ce que dit notamment Luc Julia, alors qu'il est l'inventeur de Siri. Donc, c'est vrai que quand on voit comment se comporte Siri, on peut le comprendre. Mais c'est un débat qui est assez intéressant parce que est-ce qu'on parle d'intelligence? Est-ce que c'est une intelligence est-ce que ça fonctionne comme le cerveau humain? Alors, il faut savoir que même si effectivement, on ne peut pas vraiment parler à raison d'intelligence artificielle au sens où on parlerait d'une intelligence humaine, on n'y est pas du tout, et puis ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. On va essayer de rentrer un peu à l'intérieur du cerveau, si j'ose dire, ce cerveau un peu extraterrestre qu'est le cerveau de l'IA. Pour autant, c'est tout de même une discipline scientifique qui d'abord était un peu un mot marketing hein, qui a été inventé en 1956 par John McCarthy, qui est un ingénieur. Il dit d'ailleurs il a inventé ce mot parce que ça permettait d'avoir un mot assez impressionnant pour aller chercher de l'argent. Et donc, vous savez que la recherche d'investissement dans l'intelligence artificielle est un véritable enjeu, ce qui explique aussi beaucoup tout le marketing et parfois aussi tout le bullshit hein, qui peut tourner autour de ce terme-là. Mais c'est bien un terme. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, même si on peut dire que ce n'est pas de l'intelligence, ça comprend quand même un domaine à la fois de recherche et d'application qui tente de faire des choses à la machine. Et la définition que je trouve, moi, la plus intéressante, la plus proche, en tout cas, de la réalité, qui permettra le moins de risques possible, c'est que c'est une branche de l'informatique, on est d'accord, qui cherche à développer des systèmes capables d'accomplir des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, c'est très différent de dire que ce sont des outils intelligents, hein. Ce sont des outils qui font des tâches, donc on définit l'intelligence artificielle par la fonction qu'elle a, elle est capable hein, d'accomplir des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas confondre en fait intelligence et performance. On peut être performant pour accomplir une tâche qui peut être d'écrire un livre, par exemple, qui peut être de comprendre ce que veut un utilisateur quand on lui décrit une image et d'être capable de la reproduire parfaitement, d'être capable d'échanger aussi également. Avec l'intelligence, on peut être capable de réaliser une fonction cognitive sans forcément être intelligent au sens où on entend intelligence tant soit peu qu'on arrive à définir l'intelligence. Il y a encore beaucoup de débats sur ce terme-là. Et j'ai tendance à comparer un petit peu les intelligences artificielles génératives. Là, on ne va parler que de l'IA générative, hein, et pas de l'IA en général. C'est un petit peu comme un appareil photo. Vous savez, si vous êtes un très bon photographe, par exemple, vous allez acheter un Leica, et donc là, vous allez prendre des photos magnifiques. Et si vous êtes un mauvais photographe, vous allez acheter un Leica, au début, ça va être waouh, super, la qualité est assez impressionnante. Et puis, une fois que vous allez commencer à vraiment l'utiliser, vous allez vous rendre compte que c'est un peu décevant
et que finalement, la qualité ne sont pas aussi bonnes que ça. De la même manière, si vous achetez un Polaroid, ben, vous prendrez des photos de type Polaroid, mais si un grand photographe prend des photos qu'un Polaroid, il va prendre des photos de très bonne qualité, pas de qualité technique, hein, mais il va comprendre comment les limites de l'appareil et faire des photos qui peuvent être des chefs-d'œuvre parce que justement, il connaît son métier. Eh bien, ChatGPT et les IA génératives d'images, notamment, c'est exactement la même chose, hein. S'il n'y a pas l'expertise derrière, eh bien, ce sont des outils et si on peut avoir le meilleur outil possible. Si on ne sait pas l'utiliser, eh c'est comme être un mauvais photographe avec un Leica. Il faut bien comprendre ça, hein. Donc, c'est là, ne pas confondre intelligence et performance permet de comprendre que ce sont surtout des outils et que ça demande de l'expertise d'abord, de son métier, et puis aussi comprendre comment fonctionnent ces machines pour en comprendre les limites. Et c'est surtout les limites que l'on va regarder ensemble pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de ChatGPT et de ses amis. Alors, je vais vous faire très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec l'histoire de l'IA. Simplement, il y a deux branches dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé dans l'histoire de l'IA, qui se sont battues. C'est ce qui explique aussi beaucoup les débats en ce moment, hein, entre les différents scientifiques qui disent que ChatGPT c'est nul, que c'était mieux avant, etc. Il y a ce qu'on appelle l'IA symbolique et l'IA probabiliste. Alors, je vais expliquer très, très simplement. C'est comme quand on fait une recette de gâteau au chocolat. Si vous voulez demander à une machine de faire une recette de gâteau au chocolat, il y a deux façons de faire. Soit vous rentrez toute la méthode d'un grand chef qui fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Dans ce cas, vous copiez la méthode et vous demandez à la machine de l'automatiser, cette méthode-là. Vous donnez simplement les ingrédients. En revanche, si vous voulez avoir le meilleur gâteau au chocolat possible et l'optimiser au maximum, eh bien, vous n'allez pas lui donner la recette, vous allez juste lui donner les ingrédients en entrée, vous allez lui donner le résultat et vous allez lui dire maintenant à toi de trouver la recette. Et ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, puisqu'au départ, il va faire un gâteau au citron, puis après, il va faire un gâteau au chocolat pas bon. Et donc, petit à petit, il va apprendre, il va ajuster ses paramètres et donc, il va prédire quelle est la meilleure recette de gâteau au chocolat. Donc, la différence entre l'IA symbolique, qu'on appelait à une époque les systèmes experts, hein, on va simplement rentrer une méthode dans la machine, qui était très, très en vogue, notamment dans les années 80, mais on s'est rendu compte que ça avait des limites, puisque, par exemple, effectivement, pour reconnaître une image, pour traiter des tâches complexes, pour s'adapter aussi à des situations différentes, donner une règle ne suffit pas, il faut être capable justement de pouvoir s'adapter. C'est là où le machine learning permet de le faire. Par exemple, si vous voulez reconnaître une photo d'une tumeur sur une radio, par exemple, eh bien, le machine learning a de meilleurs résultats parce qu'évidemment, il va identifier des éléments beaucoup plus précis. Donc, ça permet vraiment de traiter des questions complexes, comme par exemple, justement, la reconnaissance d'images. Et c'est là où intervient un Français qui est un des pères aujourd'hui de l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui, hein, ce qui a donné naissance finalement à ChatGPT. C'est Yann Lequin qui a inventé ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond. Et lui, il l'a fait en analysant l'œil du chat, parce qu'il s'est rendu compte que quand le chat observe une image, pour que l'image arrive à son cerveau, en fait, c'est décomposé en plusieurs couches. Et qu'en analysant ces différentes couches de l'image, eh bien, on pouvait arriver à faire en sorte qu'une intelligence artificielle arrive à comprendre tout ça. Donc, ces plusieurs couches fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé une technologie qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc, on va essayer d'imiter quelque part le fonctionnement des neurones de l'être humain. Et puis ensuite, on va faire analyser chaque élément de l'image par couche différente. Et c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir reconnaître un chat d'un chien, par exemple, dans toutes ses nuances. Tout ce qui est une image complexe a été permis grâce à ça. Et ça, ce n'est possible que si on transforme l'image en chiffres, parce que évidemment, une image ne suffit pas. Et donc, l'image va être décomposée en pixels. Et donc, chaque pixel va être analysé. On va lui donner une valeur, hein, de 1 à 9, par exemple, de 1 à 10, si vous voulez, selon chaque couche. Donc, une couche, ça va être, par exemple, le contraste. Une couche, ça va être la couleur. Une couche, ça va être la lumière, etc., etc. Et donc, à chaque pixel de l'image, on va donner pour chaque couche une valeur entre 1 et 9. Et donc, ça va permettre de transformer l'image en chiffres et ensuite à l'intelligence artificielle, donc au réseau de neurones profond, hein, c'est ce que vous voyez sur l'image à droite, et bien de pouvoir petit à petit prédire
si cette image est une image de chien ou une image de chat. Ensuite, on rajoute de l'entraînement. Si ce n'est pas une image de chat, on lui dit que ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, il va refaire ses calculs. Si c'est une image de chat, eh bien dans ce cas-là, il va pouvoir ajuster ses calculs. On dit qu'il ajuste ses poids. Hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, quand une IA eh bien, fait fait ce qu'on appelle de la création d'images, eh bien, elle va faire exactement ça. En fait, elle va simplement essayer de débruiter une image, donc de créer pixel par pixel une image, en essayant de se référer à l'image qu'elle a d'un chat, par exemple. Donc, petit à petit, en fait, son image va se créer, elle va comparer, et bah, tiens, effectivement, l'image que je suis en train de créer, c'est bien un chat. Et donc, c'est comme ça que, notamment, les IA créent des images. Pour les mots, c'est un peu différent parce que c'est facile de mettre des images en chiffres, parce que vous avez vu qu'effectivement, il suffit de transformer chaque pixel par un numéro. Les mots, c'est différent. Donc jusqu'à présent, on mettait les mots dans des boîtes et puis on mettait, voilà, le chat, il allait dans la case félin, dans la boîte félin, le chien, il allait dans la boîte canin, mais du coup, le chat, il est animal domestique, donc il faut recréer une boîte animaux domestiques, donc là, on va mettre le chat et le chien, et puis le loup, il va être animal sauvage, mais il est canin. Mais en ce cas-là, alors, du coup, quelle est la différence? Et puis le lynx, il va être félin mais animal sauvage, donc dans une autre boîte. Alors du coup, c'est quoi le rapport entre le chien et le lynx? Bon, on n'y arrivait pas parce qu'il n'y a pas de boîte pour le faire. C'était très compliqué. Donc pour ça, il fallait faire la même chose que ce qu'on fait avec les images. Il fallait être capable en fait de transformer les mots en chiffres et d'être capable de façon à pouvoir dire, ben, tiens, entre le chien par exemple et le lynx, eh bien, il y a une différence de temps, donc d'être capable de mesurer, de pouvoir comprendre en fait quelque part le sens des mots par rapport à un contexte. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Alors je vous le dis vraiment très simplement, et c'est important de le comprendre, hein, de bien retenir ce que je vous dis là, parce que ça va vous permettre de bien comprendre comment fonctionnent les modèles de langage comme ChatGPT et de comprendre comment ils marchent en fait, et pourquoi ils se trompent et pourquoi en fait ils ne sont pas intelligents non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à chaque mot, à chaque phrase, eh bien, on va lui donner en une série de chiffres. On va transformer chaque phrase en une série de chiffres dans un espace qu'on appelle de sens, de sémantique, si vous voulez, quelque part, à plusieurs dimensions. Donc, au lieu là d'avoir le contraste, etc., on a simplement des dimensions mathématiques. Elles n'ont pas vraiment de sens particulier, mais c'est un petit peu comme si vous aviez différents critères quelque part de texte, mais on a mis tout ça en mathématiques. Et donc, en fait, on appelle ça des vecteurs. Et donc, c'est un petit peu comme si vous aviez des coordonnées GPS. Vous voyez, les coordonnées GPS, c'est des séries de chiffres. Ben, c'est pareil pour les vecteurs de chaque mot. Chaque mot va avoir une série de chiffres, plusieurs séries de chiffres. Et donc, ça va nous permettre de situer chaque mot dans un espace de sens et donc de dire, ben, tiens, le lynx, eh bien, il se situe à telle distance de sens du chat ou du chien, par exemple, sans avoir besoin de tout mettre dans des boîtes. Donc, ça permet une plus grande complexité, hein, une plus grande flexibilité. Et là-dessus se rajoute une nouvelle technologie qu'on appelle les transformers, qui a été inventé par Google en 2017. Et c'est cette technologie-là, hein, qui a donné naissance véritablement à ChatGPT, hein, qui n'a pas été créé par Google, je vous le rappelle. C'est qu'en fait, on a on a appris à la machine à porter son attention sur certains mots plutôt que d'autres, donc c'est-à-dire de tenir compte du contexte. Donc, par exemple, le mot couteau, bah, il va avoir une place particulière dans cet espace de sens. Mais si on est dans le contexte d'un roman policier, il va plutôt aller dans l'espace sémantique, si vous voulez, de l'arme, alors que si on est dans un livre de recettes de cuisine, il va aller plutôt dans l'espace sémantique de l'outil, hein, par exemple. C'est comme ça que, quelque part, l'intelligence artificielle générative comprend, et c'est ce qui a donné naissance au grand modèle de langage, hein, famille dont fait partie ChatGPT. GPT, en fait, GPT, si vous voulez, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Alors, générative, c'est qu'ils génèrent du contenu, ils ne font que ça, donc c'est une branche très particulière de l'intelligence artificielle. Hein. Ce n'est pas toute l'intelligence artificielle n'est pas GPT. Pré-train, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'entraîne pas avec vous. Quand vous lui parlez, elle n'apprend pas de vous. Hein. Elle a été pré-entraînée une première fois. Et ensuite, elle se comporte comme un chatbot avec vous, mais elle n'apprend pas de vous. C'est là où elle est différente des intelligences humaines. Hein. Il n'y a aucune notion d'apprentissage, en tout cas, quand elle interagit avec vous. Et puis, Transformers, parce que justement, elle s'appuie sur la technologie des Transformers dont je viens de vous parler. Donc, ce sont des modèles de langage génératifs pré-entraînés. Ils existent depuis 2019, en tout cas,
pour la famille GPT, qui a été créée par OpenAI, cette start-up américaine qui au départ était à but non lucratif, qui maintenant est devenue une entreprise. Et aujourd'hui, on a, depuis le lancement de ChatGPT il y a 2 ans, fin 2022, eh bien, ça a accéléré le process. Tout le monde s'est un petit peu affolé. Tous ceux qui avaient des ChatGPT dans leur placard se sont mis à en faire. Les Français s'y sont mis aussi, avec Mistral, par exemple, qui est le grand modèle de langage français européen, si vous voulez. Vous avez donc ChatGPT, vous avez Gemini, vous avez Claude, vous avez Llama, et puis vous avez Grok, qui a été créé par Elon Musk, que vous pouvez retrouver sur X, ou plutôt sur Twitter. Pour comprendre en fait ces modèles de langage, il y a 3 choses qu'il faut comprendre. D'abord, ils ont été entraînés sur des millions, des milliards de données. Et vous pourriez imaginer que lorsque vous lui posez une question, par exemple, qu'a dit Martin Luther King à telle époque dans son discours, eh bien, il va aller chercher dans sa mémoire, il va aller retrouver le texte de Martin Luther King et il va vous ressortir le texte. En fait, c'est faux. En fait, il ne peut pas aller chercher des infos dans sa mémoire. Donc, ce qu'il fait, c'est lorsqu'il est entraîné sur du texte, donc ces milliards de textes, on dit qu'il rêve les données. C'est assez poétique. Et ça veut dire qu'en fait, il réinterprète les données pour essayer d'en comprendre la structure, quelque part la substance mathématique de chaque donnée. Donc, un texte de Victor Hugo, par exemple, ne va pas du tout être ingéré de façon comme nous on l'apprend à l'école. Simplement, les réseaux de neurones profonds du modèle de langage vont tenter de les recréer. Il va comme s'il les rêvait pour quelque part tenter de les repositionner mathématiquement. Donc on ne sait pas exactement chaque texte comment il a été réinterprété, mais ils ont tous été réinterprétés. C'est la raison pour laquelle ChatGPT est incapable de vous donner une citation précise d'un livre, par exemple, ou d'un texte. Il en est incapable. Il vous le dira avec une grande assurance que c'est vrai, sauf qu'en fait, c'est faux. Parfois, il arrivera quand même à sortir des vraies citations lorsque la citation a été répétée suffisamment de fois pour qu'elle s'imprime quelque part, je dirais, dans son rêve de données. Mais c'est exactement comme un rêve, et donc il ne va pas chercher dans une boîte ces données, en tout cas pas si on ne lui associe pas un logiciel spécifique. Mais en tout cas, ChatGPT nativement ne le fait pas. Ils imitent l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils prédisent le prochain mot. Ce ne sont que je vous ai parlé d'IA probabilistes, elles ne font que prédire le prochain mot avec beaucoup de précision également. Et ils ont été entraînés sur des conversations, sur des échanges, sur des lettres, sur des livres, sur des posts et sur des articles sur Internet. Donc, ils se sont imprégnés quelque part, je dirais, de la façon qu'on a de parler. D'ailleurs, si vous leur parlez avec émotion, ils ne sont pas complètement indifférents à l'émotion, même s'ils n'ont pas d'émotion, mais ils sont très réactifs à l'émotion. Donc, ce qui les rend particulièrement erratiques, assez créatifs d'ailleurs, finalement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils imitent très bien l'intelligence, et comme ils ont été entraînés sur des comportements humains, ils le reproduisent et ils réagissent particulièrement à l'émotion. Si vous parlez avec émotion à un modèle de langage, vous verrez qu'il n'a pas du tout la même réaction. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant, en tout cas, ça veut dire qu'il n'a pas la même réaction. On dit aussi que c'est un modèle autorégressif, et c'est important de le comprendre. Quand on dit qu'il prédit les prochains mots, ça veut dire qu'il est autorégressif. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout le temps prédire la suite de ce qui a été dit depuis le début. C'est-à-dire que quand vous commencez à lui parler, il va prédire la suite par rapport à ce que vous l'avez dit, évidemment. Puis ensuite, il va prédire la suite par rapport à ce qu'il a dit lui-même. Et puis si vous lui répondez, eh bien, il va prédire la suite par rapport à tout ce qui a été dit dans la conversation. Donc, plus la conversation avance, plus en fait, il va prédire par rapport à ce qu'on appelle le contexte. Il va prédire les prochains mots. Donc, ce qui fait que plus vous lui parlez, plus aussi il va s'enfermer quelque part dans un couloir. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est autorégressif, donc il n'est pas capable de revenir en arrière et d'avoir une réflexion comme l'un humain. Il a un cerveau qui fonctionne de façon autorégressive. Et on dit qu'il prédit le prochain token. Alors, je vous donne ce mot, je ne veux pas vous assommer avec des mots compliqués, mais ce mot, retenez-le, parce que vous allez souvent entendre parler, quand vous parlez de modèles de langage, ouais, lui, il a 4000 tokens, il a 1 million de tokens, c'est extraordinaire. Le token, en fait, c'est un morceau de mots. Pourquoi c'est un morceau de mots? Parce qu'en fait, ça donner tous les mots du vocabulaire d'une langue, ça demanderait trop de manipulation de la part de la machine. Donc, c'est une question de puissance, en fait. Donc, chaque modèle de langage va découper les mots en tokens. Donc, c'est comme des jetons.
et un peu comme des briques de Lego, si vous voulez, et il va fabriquer des phrases avec ces Lego. Donc, il y a des mots, des tokens qui vont, là, vous le voyez ici en haut à gauche, hein, vous voyez, chaque élément de couleur correspond à un token. Vous avez Mont Saint-Michel, par exemple, et vous avez Rhum, honte. Rhum, c'est un token, honte, c'est un token. Okay, on dit souvent qu'un token, c'est 0,7 mots. Donc, des fois, vous avez des tokens qui sont un mot complet. Hein, tout token, c'est un morceau de mot qui peut être combiné avec un autre. C'est un peu comme ça que. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ChatGPT parfois invente des mots, parce que ça lui paraît correct. Mais en fait, ce n'est pas vraiment correct. Et vous voyez comment est-ce qu'il prédit? Si moi je rentre au début le Mont Saint-Michel étant, eh bien, vous voyez qu'il va prédire nord. Non, excusez-moi, voilà. Donc, il va prédire plus loin nord plutôt que Mont-Saint-Michel, par exemple. Il va prédire le prochain token. Il va dire, voilà, eh bien, ce mot-là, ce token-là, il a 12% de chance d'être bon. Celui-là, il a 9%. Celui-là, il a 8%. Et donc, il va choisir celui qui a le plus de chance avec une petite part de hasard de façon à garder la diversité. C'est ce qu'on appelle la température. Donc, il y a une petite part d'aléatoire et une petite part de prédiction. Donc, quand vous pensez ChatGPT, il faut toujours penser qu'il prédit le prochain mot avec donc une dimension statistique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est souvent un peu chiant parce qu'il prédit la meilleure phrase possible par rapport à tout ce qu'il a lu. Donc, il va faire une sorte de moyenne quelque part de ce qu'il faut dire, mais avec une petite part d'aléatoire pour permettre justement cette diversité. C'est un modèle qui a une mémoire courte aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, il n'apprend pas avec vous déjà, et surtout, en fait, il a une mémoire qui est limitée. Alors, maintenant, les modèles sont de plus en plus vastes, mais les premiers ChatGPT, par exemple, avaient 4000 tokens, donc environ 3000 mots. Après 3000 mots dans la conversation, sur les petits modèles, eh bien, il oublie ce que vous l'avez dit au début. Et donc, vous continuez, mais il dérive un petit peu, petit à petit. Maintenant, les modèles varient entre 3000 mots et 200 000 mots hein, pour les plus gros modèles. Et il y a même maintenant Gemini qui passe à 1 million de tokens. Donc, on est à peu près à 700 000 mots. Donc, dans ce cas, ça fait des conversations beaucoup plus importantes. Mais il faut bien comprendre que cette mémoire de travail hein, fait qu'une fois qu'il est sorti de cette fenêtre de mémoire, on appelle ça la fenêtre de contexte, eh bien, il oublie tout ce qu'il a dit avant. Donc, c'est comme ça que fonctionne un petit peu son cerveau. Et puis, dernière chose, c'est un modèle qu'on dit aligné, parce qu'évidemment, il était entraîné au départ hein, sur des milliards de mots. Ensuite, il a eu ce qu'on appelle un deuxième entraînement qui lui permet de comprendre qu'il faut qu'il vous réponde. Il n'est pas juste en train de prédire le prochain mot, il fait la différence entre le je et le tu, si vous voulez. Puis ensuite, il y a un troisième entraînement qui est important, qu'on appelle le RLHF, c'est-à-dire que c'est un entraînement par des humains, un entraînement par renforcement, où là, des humains, souvent en général qui travaillent très mal payés en Afrique, vont dire à ChatGPT, bah là, c'est pas bien ce que tu as dit, c'est faux. Donc c'est vrai, c'est faux, c'est dangereux. Donc par exemple, ne donne pas la recette du napalm. Par exemple, s'il dit un gros mot, ça ira pas. S'il a des propos qui sont pornographiques non plus, racistes non plus, etc. Et donc petit à petit, en fonction d'une politique qui peut être culturelle, par exemple, eh bien, on va l'aligner par rapport au comportement qu'on veut qu'il ait. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait en sorte qu'il se trompe de moins en moins. Parce que comme il n'a pas conscience de la vérité, il ne fait que prédire ce qui lui semble la réponse la plus correcte, eh bien c'est par cet entraînement-là qu'on lui permet, entre autres, de pouvoir corriger. Donc, dès qu'il se trompe, on va lui dire tu t'es trompé. Et ça, c'est un entraînement qui se fait assez régulièrement, alors que le premier entraînement de base, hein, l'entraînement global d'un modèle qui prend en général plusieurs mois, voire plusieurs années, celui-là, il est fait en général qu'une seule fois. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez souvent, quand on dit que ChatGPT, ben, sa date d'entraînement, en ce moment, elle est à novembre 2023. Donc, il n'a pas connaissance des derniers événements entre 2023 et 2024 parce que l'entraînement ne se fait pas tout le temps. Hein. Vous avez des modèles qui ont une date d'entraînement beaucoup plus récente, mais ces mises à jour coûtent très cher en général. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi une connaissance des événements qui s'arrête toujours. Il y a toujours une date limite hein, de connaissance. Voilà, et puis, il faut savoir, donc, pour les raisons que je vous expliquais, vous comprenez qu'ils se trompent hein, beaucoup. Hein, on appelle ça l'hallucination. C'est même plus grave que ça, l'hallucination, parce que l'hallucination, c'est qu'en fait, ils pensent que c'est vrai. Les chercheurs se sont rendus compte, en analysant bien son comportement, qu'en fait, il ne ment pas, parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il n'hallucine pas vraiment, parce qu'il ne pense pas vraiment que c'est vrai ou faux.
En revanche, ce qu'il fait, c'est que, il s'en fout complètement. On dit qu'il est bullshitter pour mère, c'est-à-dire qu'en fait, il se fiche complètement de savoir si c'est vrai ou faux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vous impressionner, vous donner une réponse qui vous convient, hein. Donc c'est la définition du bullshit. Le bullshitter, en fait, ne se préoccupe pas de la vérité. Donc c'est vraiment, il a dans son ADN quelque part, il a ce côté bullshitter qui fait qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de pincettes ce qu'il raconte. Et on dit, alors les études varient entre 0,5 et 4 fois sur 10, hein, mais globalement, si vous aviez un collaborateur qui se trompait 2 fois sur 10, vous le feriez un petit peu moins confiance. Et puis, il a aussi un autre problème, c'est qu'il est plutôt consensuel. C'est-à-dire que comme il prédit la moyenne, hein, des choses, eh bien forcément, il va avoir tendance à être un peu moyen dans tout ce qu'il dit, puisqu'il vous fait la moyenne des meilleures réponses. Donc, ces éléments font que ce sont des outils qui sont quand même à manipuler avec beaucoup de prudence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas manipulables, hein, mais c'est un petit peu comme le Polaroid et le Leica, hein. Quand vous avez un Polaroid, vous savez qu'il ne peut pas prendre des photos extraordinaires. Vous ne prenez pas des photos dans des conditions, par exemple, de lumière très faibles. Avec le Polaroid, vous allez travailler différemment. Eh bien, c'est justement en connaissant ces limites-là qu'on peut arriver à travailler différemment. Juste, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Non, je crois que la caméra ne fonctionne pas. Donc, juste le temps que je vais voir si je peux essayer. Oui, c'est parce qu'en fait, attends, alors je vais reprendre parce que j'avais une autre. Juste petite pause technique, ça va vous permettre de reposer votre cerveau et de méditer tout ce que je viens de vous dire. Et donc, je vais remettre là, parce que j'ai deux caméras. Et donc, voilà. Il y a une interview du président d'Anthropic. Anthropic, c'est le président d'un des modèles de langage, un des plus connus, un des plus puissants aujourd'hui, qui s'appelle Claude. Et il était justement en train de faire une interview comme ça, en vidéo, tout ça, puis ça ne marchait pas. Il a dit, en fait, je pense qu'on arrivera à l'intelligence artificielle générale avant d'avoir réglé tous les problèmes qu'on a avec les micros, les vidéos. Parce que ça sera toujours un problème, sauf si c'est Microsoft qui réussit à avoir l'intelligence artificielle générale. Et dans ce cas-là, on aura toujours des bugs. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, donc, je disais qu'il était plus consensuel. Et donc, c'est vrai, et il se trompe, mais en fait, la qualité de la réponse, c'est une palissade, ce que je dis, dépend de la qualité de la question. Évidemment, c'est la façon dont vous allez lui parler qui va évidemment définir la qualité de sa réponse. Et on appelle ça l'art du prompt. Alors, le prompt, hein, vous savez, maintenant, j'imagine sans doute, mais je vous le répète, le prompt, c'est le texte que vous entrez, donc l'instruction que vous donnez à l'intelligence artificielle générative pour obtenir un résultat, donc une vidéo, un texte, une analyse ou une image. Et donc, on parle de l'art du prompt, la façon, l'art de parler à la machine. Eh bien, l'art du prompt, c'est exactement comme travailler avec un stagiaire, et pour plein de raisons. Alors, j'ai absolument rien contre les stagiaires, bien au contraire, mais le stagiaire dans l'entreprise, il a une place qui est bien particulière. Le stagiaire, en général, c'est quelqu'un qui a fait des études, donc il est intelligent. Il a bien appris, il a bien lu, il a lu pas mal de choses. En revanche, il ne connaît pas très, très bien la vie. Il peut se tromper assez souvent. Il ne sait pas exactement comment on travaille. Il ne sait pas exactement ce qu'on lui demande. Et en plus, là, ici, c'est un stagiaire qui ne vous connaît pas très bien. Il faut lui répéter à chaque fois qui vous êtes et ce que vous voulez, parce que c'est comme s'il était derrière une porte et qu'il ne vous voyait pas et que vous lui parliez qu'avec des bouts de papier sur lesquels vous écrivez votre prompt. Donc, imaginez le truc. Et un stagiaire, vous ne lui confiez pas l'ensemble de l'activité de l'entreprise. De la même manière, un stagiaire, vous n'allez pas l'automatiser, enfin, lui faire tout un process de travail sans vérifier derrière, sans avoir au moins un humain dans la boucle. Puis le stagiaire aussi, il n'est pas là juste pour porter le café, pour faire le travail chiant. Il est là aussi pour apprendre, hein. Et donc, c'est exactement, si vous devez essayer de comprendre comment vous comportez avec une intelligence artificielle générative, et en particulier les modèles de langage, hein, comme ChatGPT, eh bien, considérez-le comme un stagiaire. C'est-à-dire que vous devez tout le temps avoir un humain dans la boucle, tout le temps vérifier ce qu'il a fait. Vous ne le faites pas tout faire. Il y a des choses que vous ne le faites pas faire. Il y a trop de risques. Et puis surtout, eh bien, comme il est là pour apprendre, vous devez lui apprendre comment vous fonctionnez.
vous devez lui transmettre quelque part un petit peu votre expertise si vous voulez qu'il fasse quelque chose. Et comment est-ce qu'on transmet son expertise à un stagiaire? Alors certains vont dire, bah, je lui dis comment faire, et puis s'il ne le fait pas, je l'engueule. Bon, ça, c'est pas le meilleur moyen. Vous pouvez aussi lui montrer comment faire. Ça, c'est déjà plus pédagogique. Mais le vrai pédagogue, il ne fait pas ça. Vrai pédagogue, normalement, il fait réfléchir le stagiaire. Il lui dit, bah, tiens, par exemple, voilà un communiqué de presse, bah, voilà un bon communiqué de presse, voilà un mauvais. Pourquoi est-ce qu'il est bon? Réfléchir. Ah, il est bon parce qu'il y a ça, ça et ça. Et ensuite, bah, tu vois, donc maintenant, bah, écris-moi ce communiqué de presse par rapport à ta réflexion. Donc, le fait de le faire réfléchir sur quelque chose, de le faire raisonner quelque part, améliore toujours parce que du coup, il comprend mieux parce qu'il a réfléchi sur le sujet plutôt que de simplement comparer le bon et le pas bon. Mais un chat GPT, c'est exactement la même chose. On appelle ça aujourd'hui, souvent, il y a plein de termes, mais souvent on appelle ça la chaîne de pensée. C'est-à-dire que plutôt que de le faire réagir tout de suite, on lui dit prends un peu de recul, pose-toi des questions et essaie d'y répondre. Et ça va améliorer son résultat. Pourquoi? Non pas parce qu'il réfléchit comme un humain, mais comme vous avez compris tout à l'heure, je vous ai parlé d'autorégression. Et l'autorégression, c'est qu'il prédit par rapport au contexte précédent. Et bien, quand vous lui demandez de répondre et de réfléchir, eh bien, il va améliorer le contexte puisqu'il va apporter des éléments nouveaux au contexte, justement parce que vous lui aurez posé des questions. Donc, ce contexte qui va être amélioré va forcément améliorer sa réponse. C'est comme ça qu'on apprend à travailler avec le stagiaire ChatGPT. Donc, c'est un stagiaire, mais qui ne pense pas comme nous. Il pense de manière autorégressive. Il faut juste s'imaginer ça. Et quand vous lui parlez, il faut juste comprendre qu'il pense comme ça. Et même s'il donne l'illusion de comprendre et qu'il se comporte comme un humain, il réussit assez facilement le test de Turing, c'est-à-dire qu'il donne l'illusion que vous avez un humain en face de vous. En fait, son cerveau ne fonctionne pas du tout de la même manière et il faut bien le comprendre. Donc, pour prendre un exemple rapide, là, quand j'ai lancé une formation à ChatGPT il y a 2 ans, mais comme je suis nul en marketing, c'est pas mon métier, moi je suis journaliste à la base, eh bien, je voulais écrire une page de vente. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une page de vente. Bon. Alors voilà, écrire une page de vente pour une formation à ChatGPT. Donc, ChatGPT m'a fait, alors c'était la vieille version, hein, mais peu importe, il m'a fait une page de vente, bon, banale. Je ne suis pas sûr que j'aurais vendu beaucoup de formations avec cette page de vente pour vendre mes formations. Donc là, eh bien, on va appliquer la méthode que je vous ai conseillée, hein, donc de lui faire se poser des questions, on va lui demander d'apprendre hein, quelque part, on va partager les choses. Donc là, je vais lui donner un texte d'une page de vente efficace. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des super pages de vente de formation. Donc comme il est meilleur que moi, bah, je vais l'utiliser comme modèle, ce qui me permet, moi qui ne suis pas bon en marketing, bah, d'apprendre moi-même hein, aussi. Hein. Et donc, je lui donne la page de formation et je lui demande de se poser les questions suivantes. Quelle est la construction du texte? Quel est le style et le ton? En quoi est-elle convaincante? Quelles sont ces caractéristiques que tu retiendrais pour écrire une page équivalente? Là, je lui demande de répondre OK, évidemment. Et donc, à ce moment-là, je lui donne le texte complet de la page de vente qui, je sais, est performante. Donc, ce n'est pas la mienne, hein, évidemment. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? ChatGPT va l'analyser. Alors là, évidemment, pour le coup, il est très bon en analyse. Hein. Donc, il va analyser la construction du texte, le style et le ton, pourquoi elle est convaincante, des caractéristiques, etc. Tout ça, il améliore du contexte. Hein, il rajoute à chaque fois hein, de la qualité de texte, ce qui va faire qu'évidemment, le reste sera toujours une prédiction, mais elle sera bien meilleure que la première qu'il a faite puisque évidemment, il aura amélioré son contexte. Hein. On le fait réfléchir, hein, mais ce n'est pas vraiment une réflexion, c'est une façon simplement de lui faire. En fait, il ne réfléchit qu'en écrivant. Donc, si vous lui demandez de réfléchir, ça ne sert à rien. Il faut lui demander toujours d'écrire sa réflexion parce que c'est par l'écriture. Hein, il n'a pas de mémoire interne, il n'a pas de pensée interne. Il ne pense que par rapport à ce qu'il écrit, hein, puisqu'il a un cerveau, je le répète, auto-régressif. Hein. C'est ce cerveau un peu extraterrestre qui est dans la tête de ChatGPT. Donc, du coup, on a évidemment une page de vente bien meilleure. Alors, évidemment, il faut toujours la corriger, hein, il faut l'adapter un petit peu, mais ça nous donne déjà une première base et qui, moi, m'a permis, sans dire aucune connaissance marketing, de pouvoir vendre très correctement cette page. Alors, il n'y a pas que la page de vente qui fait, évidemment, il y a aussi la qualité de la formation, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour justement faire ce travail-là qui, pour moi, était impossible à faire parce que j'y connaissais vraiment, vraiment rien. Alors, petit à petit, c'est dégager une sorte de structure de prompt, mais vous allez comprendre en fait que, et surtout plus les modèles évoluent, plus ils réagissent mieux, qu'en fait, apprendre à parler à ChatGPT, c'est que vous apprenez à bien parler à un stagiaire en fait. Et donc finalement, quand vous êtes face à quelqu'un, un collaborateur, une collaboratrice ou un stagiaire ou une stagiaire qui ne comprend pas ce que vous dites, peut-être qu'en fait, c'est parce que vous l'expliquez mal. Et en fait, apprendre à structurer un prompt, ça vous apprend finalement à donner des instructions à un collaborateur, une collaboratrice. Et donc, le schéma le plus intéressant, vous allez voir que c'est intéressant, moi, ça m'a appris finalement, je me suis rendu compte que j'expliquais mal les choses. C'est peut-être pour ça qu'on ne me comprenait pas très bien quand je demandais des trucs. La structure, c'est celle qu'on appelle contexte,
tâche, format, exemple. Alors souvent on dit rôle, tâche, format, exemple. Le contexte, en fait, c'est pourquoi je te demande de faire ce travail-là. Donc là, le contexte, je veux faire une page de vente j'ai besoin d'écrire une page de vente pour vendre ma formation, par exemple. La tâche, c'est que j'ai besoin que tu écrives une page de vente. Hein. Et j'ai besoin, alors là, on peut dire aussi, j'ai besoin que tu te poses ces questions suivantes parce que je veux d'abord que tu réfléchisses avant, etc. Donc ça, c'est la tâche qu'on va lui demander de faire. Le format, c'est que je veux que ça soit sous tel format. Alors ça peut être sous forme de bullet point, par exemple. Je veux que ça soit en anglais. Je veux que ça soit dans un style particulier. Je veux que tu me le fasses sous forme de tableau. Hein. Ça, c'est le format que vous voulez avoir. Ou alors, je veux que ça soit à destination de tel public, ce qui vous permet de personnaliser des contenus, par exemple. Et puis, les exemples, alors ça, c'est souvent le meilleur moyen mais c'est pareil avec un stagiaire, si vous lui montrez des exemples, forcément, il comprend mieux ce que vous lui dites, hein, mais comme n'importe quel collaborateur ou collaboratrice d'ailleurs. Moi, si on me demande un truc, si on me donne le contexte, la tâche, le format et des exemples, j'ai beaucoup plus facilité à comprendre ce que veut un client, par exemple, que évidemment si on me donne tout comme ça en vrac. Et donc, les exemples, vous donnez des exemples du résultat que vous voulez. Et donc, évidemment, là, du coup, comme il est autorégressif, comme il prédit la suite, il va s'appuyer sur cette structure-là pour pouvoir améliorer ses résultats. Voilà. Et puis, là, je vous ai parlé du chatbot de base, hein, du modèle de langage. Il faut comprendre d'ailleurs que quand on parle de ChatGPT, ce n'est pas un modèle de langage, hein, ChatGPT. Hein. Quand on parle de Gemini, ce n'est pas un modèle de langage. Le modèle de langage, c'est GPT-4, GPT 3.5. Ou alors c'est Gemini Pro. Dans Claude, c'est Claude 3.5 sonné. Donc ça, c'est le modèle de langage qui est embarqué dans un chatbot. Le chatbot, c'est une interface dans laquelle vous avez un modèle de langage et parfois d'autres choses. Donc, quand je vous ai dit que ChatGPT n'avait pas de mémoire, ou quand je vous ai dit que, par exemple, il n'était pas capable de vous ressortir un texte d'un document, vous allez dire, bah non, c'est pas vrai, parce que là, quand je lui donne un PDF, il est capable de me ressortir une citation. Oui, mais ce n'est pas le modèle de langage qui fait ça. Le modèle de langage, c'est ce qui vous permet d'interagir. Donc, il a cette connaissance interne, hein, qu'il a. Et ensuite, il est associé à des logiciels dans une plateforme. Donc, la plateforme, c'est ChatGPT, qui est une plateforme de chatbot dans lequel on a rajouté d'autres logiciels. Par exemple, un modèle de création d'images, qu'on appelle des modèles de diffusion. Ou alors, vous avez un modèle qui va coder en Python, donc c'est un langage de programmation qui lui permet de bien calculer, parce que ChatGPT ne sait pas calculer. Donc, pour calculer, par exemple, sur un tableau Excel, si vous voulez faire un business plan, si vous lui demandez, il ne va pas savoir le faire. Si vous lui demandez, si vous utilisez l'outil qui s'appelle Data Analyst, par exemple, qui est un outil spécifique, un logiciel, il va être capable de faire. Donc, il va interagir avec d'autres logiciels pour pouvoir réaliser des tâches. Donc, c'est bien important à comprendre parce que la plateforme n'est pas le modèle de langage. Donc, vous avez parfois des plateformes qui embarquent du GPT-4 ou d'autres modèles et qui sont bien plus performantes que ChatGPT parce que la plateforme est mieux faite en termes d'interaction, en termes d'outils qui sont à disposition. Et plus que ça, effectivement, donc, ce qui permet donc à ces intelligences artificielles, vous voyez bien qu'on n'est pas dans une intelligence artificielle, on est dans une boîte à outils, hein, dans laquelle il y a une plateforme, un modèle de langage, des outils, et bien, ils vont être capables d'aller sur Internet. Donc là, ils vont utiliser Bing en général, donc le moteur de recherche de Microsoft, générer des images ou bien analyser ou modifier des fichiers. Et ça va encore un peu plus loin et c'est intéressant de le comprendre parce que finalement, c'est là l'évolution et là où ces modèles qui parfois sont un peu décevants deviennent de plus en plus efficaces. L'arrivée, il y a un an, de ce qu'on appelle les GPT, donc c'est des mini chat GPT, ce sont quelque part des assistants. Vous leur dites, voilà, tu vas faire ça, uniquement ça, et vous le sortez, vous créez quelque part une sorte de mini chat GPT, on appelle ça des GPTs ou des assistants. Eh bien, ça, on s'est rendu compte que ça permettait de les rendre beaucoup plus performants. C'est pareil, si vous avez un stagiaire, vous lui demandez de tout faire, il va être moins bon que si vous lui demandez de faire un. Si vous avez 10 stagiaires qui font à chaque fois une tâche différente, eh bien, ça va être beaucoup plus efficace. Et si vous les faites bosser entre eux, travailler entre eux, ils vont être encore plus efficaces. On s'est même rendu compte que faire travailler des modèles de langage entre eux, l'un va corriger le premier, par exemple, eh bien, ça a amélioré les performances. Moi, par exemple, j'ai écrit un roman en 7 jours en créant différents assistants. Donc, l'un s'occupait d'écrire, l'autre s'occupait de corriger, l'autre était un spécialiste scientifique qui vérifiait qu'il n'y ait pas d'erreur scientifique dans ce qui était raconté, l'autre correspondait au personnage, l'autre pouvait correspondre au lecteur. Et donc, chacun interagissait les uns avec les autres dans une même conversation. Et ça, on s'est rendu compte que ça permettait d'améliorer les choses. Une société japonaise, Sakana, a par exemple, en utilisant ce qu'on appelle l'agentivité, hein, donc de faire travailler des agents ensemble, des modèles de langage ensemble, si vous voulez, eh bien, ont pu générer
comme ça des articles scientifiques sur l'intelligence artificielle tout à fait cohérents qui étaient capables de passer les revues par les pairs, par exemple. Alors, avec pas mal de limites, mais, même si on a beaucoup cru au miracle, mais on s'est rendu compte que l'agentivité était certainement la voie la plus intéressante pour arriver non pas vers ces intelligences artificielles générales qui seraient l'équivalent d'humains, mais des intelligences artificielles qui sont capables d'effectuer des tâches complexes. Parce que ce que ne sait pas faire le modèle de langage, c'est d'effectuer des tâches complexes. Si vous mettez en revanche plusieurs modèles de langage ensemble et vous les faites travailler ensemble, ils sont capables, chacun ayant sa tâche, de pouvoir faire des tâches plus complexes. C'est quelque part une forme de... Ça nous fait un peu penser, je dirais, à l'intelligence collective. Et dans ces assistants, eh bien, vous avez des plateformes qui utilisent une technologie qu'on appelle le RAG, retenez ce nom, RAG, qui permettent effectivement de faire travailler un assistant sur une documentation interne. Et donc, effectivement, d'être beaucoup plus précis, parce qu'il ne va pas s'appuyer sur sa connaissance interne, il va s'appuyer sur les documents que vous lui donnez. Donc, vous allez pouvoir le centrer sur des documents plus précis. Ça n'évite pas les erreurs. Attention, si vous utilisez du RAG, n'automatisez pas tout. Il y a toujours des erreurs, mais ça permet effectivement de les spécialiser, donc de les rendre beaucoup plus utiles. Donc, j'en viens aux usages en entreprise, qui fait que globalement, ils ne peuvent pas tout faire, encore une fois. Mais après plusieurs années de pratique, ils permettent de trouver des idées, ils sont très très bons pour aider à trouver des idées, même meilleurs que les humains, en tout cas selon les études qui ont été montrées. Analyser des données, alors attention, ils peuvent analyser un document, ils ne peuvent pas forcément calculer, sauf si on leur ajoute un logiciel. Donc ce que fait ChatGPT, mais ce que ne font pas les autres plateformes de chatbot, capables de synthétiser et produire du contenu. Produire du contenu, c'est ce qu'ils savent très bien faire, même en image. Prendre des notes audio, faire des recherches, personnaliser le contenu, l'internationaliser évidemment, illustrer des sujets avec les IA génératives d'images, créer des guides et des chatbots, évidemment aussi générer du code. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Il s'intègre maintenant aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, dans la plupart des outils professionnels. Google Workspace l'intègre. Microsoft Copilot, alors si vous êtes dans une entreprise, vous l'avez sans doute vu arriver. Moi, j'ai un peu du mal à l'utiliser parce que Microsoft a du mal à intégrer et à rendre les outils simples à utiliser. Donc, c'est encore compliqué pour l'instant Copilot dans Microsoft. Mais vous avez Adobe, par exemple, avec Photoshop, qui intègre très, très bien l'IA générative d'images. Et si vous avez les dernières versions de Photoshop, ça permet de faire pas mal de choses, de rendre beaucoup de services. Puis Canva, qui est le concurrent, on va dire, grand public, si j'ose dire, ou simplifié d'Adobe, qui l'intègre de façon aussi assez exceptionnelle. 2024, vous l'avez déjà vu, on n'est pas encore sur des usages qui permettent un usage vraiment professionnel, mais ça se rapproche avec certainement cette vidéo que vous avez vue qui a fait beaucoup de buzz au début de l'année parce que OpenAI est très bon en marketing, mais qu'on n'a pas encore vu vraiment. Je l'ai vu tourner, mais elle n'arrivera pas avant novembre, puisque OpenAI a dit que pour l'instant, il s'interdisait de le mettre en ligne avant les élections, la fin des élections présidentielles. Mais entre-temps, des concurrents sont arrivés comme Kling, qui est un modèle chinois, Runway Gen 3, Luma, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez déjà les utiliser aujourd'hui, et Minimax qui vient de sortir, qui est aussi un modèle chinois, donc qui permet d'avoir, vous voyez, des qualités de vidéo proches d'une qualité cinématographique, entre 10 et 60 secondes, en tout cas pour Sora. C'est pas encore complètement exploitable. On peut arriver à faire des petites publicités sur les réseaux sociaux, pas encore utilisable pour le cinéma. Vous allez me dire, oui, mais bientôt Hollywood sera remplacé par l'IA. Alors, le diable est dans les détails, c'est ce que me disait mon mentor, qui était un chercheur en IA. Et le diable est toujours dans les détails. Donc, tant que le détail est là, il n'y a pas vraiment de réalité. Mais petit à petit, finalement, on se rapproche. Et c'est certainement le secteur, l'image, puisque produire une image comme celle-là, ça coûte très cher. La produire avec l'IA, ça coûte évidemment quelques secondes. Donc, effectivement, c'est certainement des secteurs qu'il va falloir observer le plus ces prochains mois, parce que c'est lui qui va vraiment être le plus disrupté, si j'ose dire. Et la vidéo est vraiment, après l'image, le secteur qui est en train, sur lequel tout le monde est aujourd'hui, et qui va apporter le plus de surprises. Et puis d'ici la fin de l'année 2024, peut-être un nouveau ChatGPT, on ne sait pas encore. En tout cas, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais un officiel d'OpenAI au Japon a annoncé l'arrivée de GPT Next, qui est donc serait une version
pas vraiment GPT-5, donc une nouvelle version de ChatGPT, si j'ose dire, qui irait un tout petit peu au-delà de la simple prédiction, en tout cas, qui tenterait de faire en sorte que ce modèle soit capable de mieux raisonner. Mais je dis tout ça avec des pincettes, parce qu'on a beaucoup dit sur ce que prépare OpenAI. Tant que ce n'est pas en ligne, je préfère ne rien en dire. Mais en tout cas, il faut s'attendre d'ici la fin de l'année à une nouvelle version de GPT-4, donc qui s'appellerait GPT Next. En tout cas, c'est le nom de code qu'a donné le responsable d'OpenAI au Japon ce mois-ci. Voilà, un petit tour d'horizon d'outils que vous pouvez utiliser, notamment je vous ai parlé justement de créer des assistants. Alors si vous voulez utiliser des assistants et les faire travailler sur vos documents et avoir une garantie de confidentialité et utiliser un outil français par une très belle startup d'ailleurs d'un ancien d'OpenAI qui est français, je vous conseille d'aller explorer Dust. C'est payant, mais c'est très très bon très efficace pour les professionnels. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours et puis ça vous permet aussi d'embarquer tous les modèles, donc de pouvoir les comparer, Claude d'Anthropic, Mistral, qui est le modèle français, mais aussi évidemment GPT-4, donc, qui est le modèle de ChatGPT, donc d'OpenAI. Perplexity, qui permet de faire des recherches, vous le connaissez certainement. Alors attention, Perplexity se trompe beaucoup. L'avantage, c'est qu'il donne ses sources, à la différence de ChatGPT. Donc, mais en revanche, je vérifie tout le temps parce qu'il se trompe quand même très souvent, parce qu'il va réinterpréter. Il n'a pas forcément accès à toutes les données sur Internet. Beaucoup sont bloqués, donc il se trompe parfois, mais ça vous permet de faire des recherches souvent plus précises en tout cas. Nuta et Dict, qui sont deux outils français qui vous permettent de faire des transcripts de réunions. Nuta plus pour les réunions en ligne, Dict plutôt pour les réunions en physiciel. Et Dict est une boîte, une startup française incroyable, qui a des vraies valeurs, qui milite pour l'inclusivité, pour la confidentialité des données. Enfin, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Et leur petite application qui vient de sortir sur l'iPhone maintenant aujourd'hui vous permet de faire des transcriptions avec une qualité. Et justement, ils utilisent ce dont je parlais tout à l'heure, l'agentivité. Vous avez un agent qui va transcrire, l'autre qui va vérifier par rapport au fichier sonore si c'est bien, si c'est bon, un autre qui va essayer de voir s'il n'y a pas des mots, des entités nommées, donc des marques, des noms qui pourraient être mieux écrits, etc. Donc vous avez plusieurs agents qui travaillent ensemble et qui donnent une qualité de transcription qui est la meilleure au monde aujourd'hui, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir. Et c'est un Français qui l'a fait. Qui est qui est dans Franche-Comté, donc pas très loin de la Suisse. AudioPen, qui permet aussi de prendre des notes à la voix, donc qui est très efficace. Pareil, c'est un petit développeur en Europe de l'Est qui fait ça, mais qui les fait très très bien. Moi, j'utilise tous les jours. Quand vous avez des pensées, vous les mettez comme ça à l'audio et ça, il va vous reconstruire vos pensées. Du coup, vous avez l'impression d'avoir une pensée très claire et donc ça va vous reconstruire vos pensées. Ça permet de prendre des notes comme ça à la volée. Moi, je l'utilise 3 ou 4 fois par jour pour prendre mes notes. Dès que j'ai une idée sous la douche, par exemple, je la donne en audio et ça me le transcrit en notes. Donc, pour la surcharge informationnelle, je trouve que c'est extrêmement efficace. CapCut pour le montage, qui a été créé par TikTok notamment. Agen, qui permet de créer, comme vous pouvez le voir ici, des avatars, le vôtre qui parle. Ça peut vous faire parler vous-même aussi également. Et puis surtout, ça vous permet de parler dans toutes les langues avec votre voix. Donc simplement votre voix qui est transformée. Donc je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas encore Agen, qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers mois. Je vous ai montré les images tout à l'heure, donc je vous donne mon classement en tout cas des modèles de génératifs, on appelle ça des modèles de diffusion, des IA génératifs d'images. Donc Midjourney reste en tête avec un nouveau qui s'appelle Flux, alors qui est open source, donc il n'y a pas forcément de plateforme Flux. Il faut aller regarder les plateformes qui utilisent Flux, mais qui effectivement a une qualité photographique qui est supérieure à tout, même Midjourney, mais qui est un peu moins artistique, on va dire, donc un peu plus banal, on va dire, dans ses résultats. Leonardo AI, qui est beaucoup utilisé, assez facile d'utilisation. Adobe Firefly, qui reste très très bon. Si vous débutez, c'est certainement le plus simple à utiliser. Stable Diffusion, encore une fois, c'est open source, donc il y a quelques outils qui l'utilisent, comme Leonardo par exemple. Et puis Dali, que vous avez sur ChatGPT, mais qui est vraiment le dernier de la classe en termes de qualité. Voilà, on a parlé d'IA, les risques, je le dis rapidement, mais les risques de l'IA générative sont assez nombreux. Je ne vous parle pas du risque pour l'humanité en général, qui en tout cas n'est pas vraiment possible. Donc, vous l'avez bien compris si vous utilisez ChatGPT depuis quelques mois, qu'il n'est pas très dangereux pour l'humanité. Il y a tout de même des biais, des risques de biais évidemment dans les données, des biais sexistes, des biais racistes aussi, même s'ils sont corrigés par l'entraînement qui est complémentaire. Risque de fausses informations, alors pas
d'abord parce qu'il en donne lui naturellement et que vous risquez de le croire. Beaucoup trop de gens font confiance à ce que raconte ChatGPT. Donc, si vous le faites écrire, vous ne vérifiez pas et que vous diffusez ça sur Internet, vous diffusez des fake news. Puis évidemment, si vous voulez diffuser des fake news, c'est beaucoup plus facile de le faire avec ChatGPT parce qu'en plus, il est plus convaincant. Il est capable d'écrire de façon plus convaincante qu'un simple être humain. En tout cas, c'est ce que montrent les études. La pollution des contenus, vous avez certainement maintenant, on commence à reconnaître les textes qui ont été écrits par ChatGPT. Ça devient un peu pénible. Les images sur LinkedIn générées par des gens qui n'utilisent pas très très bien finalement ces modèles, donc il les rend un petit peu insipides. Les données personnelles, ça c'est beaucoup réglé aujourd'hui, hein, mais toujours aller vérifier sur chaque nouvelle plateforme que vous avez, en tout cas, quelle est leur gestion des données personnelles. Les plateformes françaises, européennes sont à privilégier, évidemment. Les droits d'auteur qui ne sont pas encore complètement réglés. Quand vous créez une image, vous n'êtes pas sûr vous allez être complètement libéré de la question des droits d'auteur, en tout cas du plagiat. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention. Les erreurs, évidemment. Et puis, la cybersécurité. Sur la cybersécurité, c'est pas un logiciel, ce GPT. Un logiciel, quand vous avez un problème de cybersécurité avec un logiciel, vous créez un patch, hein, donc vous réglez le problème. Là, vous ne pouvez pas régler le problème. C'est comme si vous avez un stagiaire qui a un problème de sécurité et vous lui expliquez qu'il ne faut plus qu'il le fasse. Et bien, il a plein de façons de l'interpréter, donc on peut on peut le casser, le logiciel, plein de fois parce que c'est du langage naturel. Donc, c'est très différent d'un logiciel. Donc, c'est une nouvelle dimension qui est beaucoup plus difficilement maîtrisable avec des tas de techniques, hein, comme le prompt injection, qui vont permettre simplement, quand vous avez un chatbot, si vous créez un chatbot et que un utilisateur un petit peu malicieux trouve les bonnes façons de lui parler, il peut lui faire dire n'importe quoi. C'est arrivé à une entreprise d'énergie où d'abord on lui a demandé d'écrire des poèmes pour dire du mal de sa propre société. Il l'a fait, puis après il a commencé un peu à dériver, il s'est mis à insulter le client. Donc tout ça, ça demande évidemment de préparer un peu ces chatbots quand on les fait, mais ça veut dire que c'est une méthode très simple, hein, qui arrive très très facilement. Puis vous avez d'autres méthodes, notamment le scam, l'usurpation d'identité. Vous avez par exemple un logiciel qui s'appelle Deep Life Cam, je vous invite à aller le regarder, très facilement téléchargeable, plus difficilement installé quand même. Moi, j'ai essayé de le faire. Alors, ça dépend de votre configuration, ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable, qui permet effectivement, là, par exemple, sur Zoom, j'aurais pu vous parler avec l'image d'Elon Musk. Alors, ce n'est pas encore complètement réaliste, mais à Hong Kong, notamment, il y a des grandes opérations d'escroquerie qui ont été faites en prenant le visage d'un collaborateur. Ça ne tient pas très, très longtemps, mais parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, souvent, sur des grandes opérations, on ne peut pas dire que ce soit vraiment courant, mais on peut, comme ça, effectivement, vous tromper. Mais ce n'est pas encore suffisamment précis, je dirais. Les deepfakes ne sont pas encore suffisamment réalistes pour pouvoir vraiment vous tromper vos collaborateurs, tromper votre famille. En revanche, le son, lui, peut vous tromper beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le son a fait d'énormes progrès. Vous pouvez maintenant entraîner votre voix, mais vous pouvez aussi entraîner la voix d'un autre. Et une journaliste a fait l'essai, notamment auprès d'une banque, une banque qui avait notamment qui vérifiait l'identité en vérifiant l'empreinte sonore. Et avec un deepfake, le filtre s'est fait complètement berner par une voix générée par l'intelligence artificielle. Donc sur le son, vous pouvez aujourd'hui tromper votre banque. Il faut le savoir. Pour la vidéo, il faudra encore attendre quelques mois peut-être avant de pouvoir le faire. Il y a quand même des solutions, hein, apportées par l'IA générative, des avancées en sciences, un gain de productivité et de créativité, évidemment, qui ont été montrés par des études, avec quelques risques, vous allez voir, et puis surtout une démocratisation de l'expertise. Ça permet effectivement à chaque personne qui n'a pas les compétences, pas les moyens de se payer aussi une équipe, de pouvoir monter une entreprise, monter un projet très rapidement, sous toutes ces dimensions, et de pouvoir comme ça monter en compétences. Donc en termes de ce qu'on appelle l'empowerment ou l'empouvoirment, c'est une avancée effectivement très intéressante. Et les études montrent, je vous parlais de créativité, de productivité, que les études montrent qu'évidemment, c'est pas. On a beaucoup parlé d'emploi, de risque d'emploi, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de risque. Et quand vous avez compris tout ce que je vous ai dit, vous voyez bien que le taux d'erreur est tellement important que remplacer l'humain ne veut pas dire grand-chose, remplacer des tâches, oui. Et surtout, ce qu'on voit dans ces études, c'est qu'effectivement, ça permet de travailler plus vite, de gagner en qualité, surtout si on est formé. Mais avec un petit risque tout de même, puisque effectivement, si vous faites trop confiance à l'IA,
il y a un risque que vous fassiez plus d'erreurs. Une autre étude a montré que les utilisateurs qui utilisaient un petit modèle de langage pas très puissant et ceux qui utilisaient un modèle de langage très puissant, ceux qui utilisaient le modèle de langage le plus puissant faisaient plus d'erreurs que les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient en vigilance, ils lui faisaient trop confiance. Donc la question de la confiance, elle est extrêmement importante. Et travailler avec l'IA, apprendre à travailler avec l'IA, beaucoup plus que de parler de remplacement d'emploi, qui pour l'instant n'est pas vraiment d'actualité, en tout cas vu l'état de ces modèles aujourd'hui, est essentiel, c'est-à-dire apprendre à distinguer la frontière. Harvard, dans son étude l'an passé, parlait des cyborgs et des centaures. Le cyborg et le centaure, c'est quoi? Le centaure, c'est celui qui délègue à l'IA. Vous déléguez à votre stagiaire un truc que vous ne savez pas faire. Alors, c'est parfois intéressant pour des tâches pas très graves, pas très risquées. C'est un peu plus embêtant, évidemment, si vous ne connaissez pas et s'il y a un risque de se tromper. Donc, vous ne confierez pas n'importe quoi à vos stagiaires. Donc, il faut faire attention avec cette méthode-là. Le cyborg, c'est un peu différent. Il est en osmose, quelque part, je dirais, avec l'IA. Il est en interaction permanente. Il est tout le temps en contrôle. Il demande des idées, il demande de vérifier. Donne-moi la suite de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Analyse-moi ça, fais-moi une synthèse. Donc, il y a tout le temps des allers-retours en permanence et donc l'humain est en permanence dans la boucle. Et ça, je pense que c'est, si vous deviez retenir une seule chose de ce que je vous ai dit, c'est que garder l'humain dans la boucle est essentiel aujourd'hui hein, et que l'IA n'est certainement pas un remplaçant aujourd'hui. C'est plutôt une extension de notre expertise et que garder cet humain dans la boucle est absolument essentiel. Voilà pour cet élément. Et si je ne suis pas de la pub, mais c'est gratuit, hein. On a une newsletter qui nous permet d'aborder tout ça. Et la particularité du travail que je fais, c'est que je suis journaliste, mais je travaille en collaboration avec mon associé qui est ingénieur en IA. Et donc, c'est ensemble qu'on permet comme ça, ce qui me permet moi, de ne pas raconter trop de bêtises. Donc, tout ce que je vous ai dit a été vérifié par un ingénieur et on partage tout ça. Donc, lui écrit aussi. Cet ingénieur qui s'appelle Thomas Maillet a appris à écrire grâce à ChatGPT. Donc, du coup, maintenant, il écrit des séries de mails pédagogiques, gratuits, qui vous permettent de mieux comprendre l'IA. Et c'est ChatGPT qui lui a permis d'avoir cette nouvelle compétence qu'il n'avait pas avant, c'est de partager avec une grande qualité ses idées. Il avait beaucoup d'idées, mais il avait plus de mal à le faire parce qu'il n'avait pas cette compétence. C'était super. Voilà, je remets ma caméra. Avant de passer à quelques questions des gens qui sont dans la salle et des gens qui sont en ligne, si tu me permets, je voulais montrer les toutes dernières avancées en termes de traitement de l'image. Je vais mettre à l'écran, ça c'est Microsoft, voilà. Je ne sais pas si le son sera là, mais je vais vous montrer la qualité maintenant de l'expressivité. Pardonnez-moi, en fait, là, l'image est un peu ralentie, normalement, dans une connexion qui est un peu meilleure, elle est absolument fluide. Hein. Vous faites le test, cherchez Vasa de Microsoft. Autre chose qui est absolument incroyable en ce moment, c'est Blend AI, Blendy. Ça permet d'avoir un avatar qui est en conversation téléphonique avec vous, avec l'intelligence artificielle derrière. Vous pouvez imaginer que les utilisations sont entre l'appel, etc., etc. Et en fait, juste pour vous illustrer, quand vous êtes sur le site, vous mettez votre numéro de téléphone portable, vous avez le lien, et vous dites appelle-moi. Le micro. Un appel arrive sur mon téléphone portable. Hi, I'm Brandy. Who am I speaking with? I'm Miguel Tony. How are you doing? Could you tell me about the weather forecast today in Paris? Paris? Huh? Well, I'm a phone AI, not a weather AI, but I can try to help with that. Let me see what I can do. However, I have to ask, what are your tasks? Yes, I'm traveling. Okay, let's stop. Donc vous voyez, c'est vraiment très très loin et c'est quand même assez bluffant. Tout ce qu'on peut faire en utilisant ces nouvelles technologies. Alors faites-moi arrêter un instant de partage si j'arrive à le faire. Ben voilà. Arrêtez le partage. Quelques questions pour Benoît, j'imagine. J'espère. Je garde aussi le chat en ligne. Si entre-temps sont arrivés.
Une question de la salle? Moi, j'en avais une pour démarrer l'événement. On a vu qu'il y en a plusieurs d'intelligence artificielle sur le marché. Parlons de celle générative, juste de texte, par image. Quels sont les critères principaux pour toi qu'il faut garder à l'esprit pour dire bah, celle-là elle est performante? Il y a certainement une liste entière, mais les critères les plus importants. Alors, avant de te répondre, deux petits conseils d'esprit critique. Quand on parle d'intelligence artificielle et quand on parle aussi des démonstrations qui sont faites et qui circulent sur Internet, vous savez, très souvent, ce que j'appelle l'emoji de la tête qui explose, on dit ah, c'est génial, c'est l'effet waouh. Oui, bon, et puis ensuite, une fois qu'on rentre dans l'usage réel en entreprise, on se rend compte que ben, l'usage, il n'est pas là. Donc, il faut toujours bien différencier l'effet démo, qui est souvent impressionnant quand il y a une démo, puis ensuite l'usage réel, parce qu'encore une fois, le diable est dans les détails, et ce sont des modèles qui sont toujours très erratiques. Hein, et ça n'a pas changé. Et donc, vous ne pouvez pas automatiser ça. Et souvent, l'usage concret, donc par exemple, sur l'histoire de la voix, donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, qui commence à être utilisable maintenant. Le premier exemple d'avant qui a été montré Microsoft, on est plutôt sur la démo, hein, l'usage réel, faire parler une image, par exemple, avec la synchronisation labiale, ça marche très bien. En revanche, pour l'internationalisation, ça marche moins bien pour deux choses parce qu'il y a encore un effet un peu étrange, etc. Donc, il faut toujours bien différencier. Donc, dès que vous voyez plein d'annonces, ben, reposez-vous, c'est pas très très grave si vous n'êtes pas au courant, ce sont surtout des démos, il y a beaucoup de marketing derrière, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de financement et que ces startups ont besoin de financement, donc gardez toujours un petit peu de recul par rapport aux démos, utilisez d'abord, regardez vraiment les usages, ce n'est pas la peine de vous encombrer avec des outils qui parfois même vont vous coûter cher et vous serviront à rien. En revanche, n'oubliez pas la curiosité. Moi, je fonctionne beaucoup par la curiosité. Allez tester ce que fait Lucas très bien. Allez tester toutes ces choses-là, allez regarder en fait. Et cette curiosité vous permet de mieux comprendre aussi ces outils, mais essayez d'aller un petit peu au-delà de simplement l'effet démo. Ça me permet d'enchaîner sur effectivement la question de est-ce que ces IA comment est-ce qu'on les distingue? Alors d'abord, je ne parlerai pas d'IA, je parlerai d'outils d'IA, donc du domaine de l'intelligence artificielle, essentiellement des modèles de langage ou des chatbots, hein, quand ils embarquent un modèle de langage. Et donc, quand en général, c'est intéressant on peut utiliser différents prompts. Par exemple, on peut utiliser des prompts, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui lui permettent de poser des questions et voir comment il réagit. Et ensuite, vous avez des modèles. Vous avez aussi la qualité de la conversation. Par exemple, Claude 3.5 Sonnet est un modèle qui a été entraîné, donc la dimension alignement, hein, du modèle le rend beaucoup plus intello. Donc, c'est beaucoup plus agréable d'échanger avec lui, notamment pour la génération d'idées, le brainstorming, par exemple. Donc, la qualité de l'expérience est importante aussi. Il est beaucoup plus fin aussi dans l'utilisation de ces mots. Alors que ChatGPT, la version 4O, donc c'est le modèle qui est dans le ChatGPT aujourd'hui, ben, vous lui posez une question, il vous donne toute la réponse d'un coup. Donc, parfois, vous n'avez pas envie qu'il vous réponde tout. Vous avez juste besoin d'échanger. Oui. Donc, bon. Donc, il a tendance à être beaucoup plus froid, beaucoup plus analytique. En revanche, il est très bon pour analyser un texte. Il est bien meilleur aussi pour parfois lui-même décomposer sa réponse en étapes. Donc, pour la dimension analytique, analyser un texte, souvent ChatGPT est plus intéressant. Claude est beaucoup plus intéressant pour la génération d'idées. Pour le code, les deux sont à peu près équivalents. Pour analyser des fichiers très longs, très gros, Gemini est lui, en revanche, beaucoup plus intéressant. Mistral, en ce moment, qui avait beaucoup surpris ces derniers mois, est un tout petit peu en dessous en ce moment, mais on attend peut-être les nouvelles versions. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire à travers les usages. C'est intéressant, je trouve, d'avoir des plateformes qu'on dit agnostiques. C'est certainement l'avenir, d'ailleurs, hein, qui sont donc des plateformes de chatbot qui vont embarquer plusieurs modèles. Donc, par exemple, Dust, dont je vous ai parlé, hein, qui est un usage professionnel, mais qui vraiment est super intéressant. Vous avez aussi Po, qui est plus grand public, mais qui vous permet comme ça d'utiliser les derniers modèles et de pouvoir vraiment les tester. Et puis, alors, je vous donne aussi une petite adresse que j'ai découvert cette semaine. Alors, je ne sais pas si je vais vous le mettre là. Je pense que je ne me trompe pas. Je crois que c'est Note Diamond. 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 Comme non diamant.
Et je crois que c'est .ai. Regardez, donc c'est intéressant parce qu'eux, ils vendent une API en fait. Mais et pour vendre leur API, ils ont besoin de montrer que ça marche bien. Donc en fait, ils ont une plateforme dans laquelle vous pouvez utiliser tous les modèles de langage gratuitement. Donc, alors que c'est payant habituellement. Allez-y, inscrivez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de votre question, il va vous choisir le modèle de langage qui vous semble le plus intéressant, le plus utile. Donc, il y a un petit moteur d'IA, si j'ose dire, qui, en fonction de votre question, votre prompt, va aller choisir le modèle le plus intéressant. Et après, vous pouvez les comparer et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Vous pouvez même lui rentrer des documents à analyser. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, cherchez sur Internet Note Diamond. Je vais vérifier quand même que c'est la bonne adresse. Le temps que vous me posiez d'autres questions. Ça s'écrit N-O-T, note. Après, Diamond, mais Diamond en Oui, alors, anglais. je vais vous le remettre. C'est notediamond.ai. Voilà. Vous tapez ça dans votre moteur, et c'est gratuit. Donc, c'est gratuit pour l'instant. Donc, profitez-en. Impeccable. Je vous propose un petit point d'information, une dernière question, et après on passera à la partie cocktail et networking. Le point d'information est que cette vidéo et la présentation, si elle est partageable, Benoît, je ne t'avais pas posé la question, sera disponible cette présentation, tu nous l'enverras ou pas? Oui, je peux vous l'envoyer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais je peux bien sûr vous C'est l'envoyer. pas Oui. grave, en fait, ça sera utile parce qu'il y aura la vidéo et les gens feront la lecture à chaque fois. Mais en fait, vous le trouverez dans LinkedIn. Vous cherchez Club Digital Technologie SF, vous trouverez la page de notre club et dans le fil d'informations là-dedans, vous trouverez tout particulièrement au plus tard la vidéo et la présentation. La question, il y a une question ici dans la salle? Ok, alors ce sera deux questions. Benoît, vous parlez. Bonjour et merci beaucoup. Moi, j'ai en fait ce que je trouve très difficile aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle générative, c'est qu'on est perdu dans une jungle de ressources disparates, inégales, etc. Donc, merci pour votre newsletter, merci pour les éclairages que nous font Dominique et Thomas, qui sont en termes de vulgarisation vraiment intéressants. Sinon, c'est quoi pour vous les trois IOM? Qu'est-ce qu'il faut les regarder pour pouvoir être informé, éclairé sur tout ce qui se passe dans ce monde qui bouge très, très, très vite? Alors, je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Disait quelles sont les sources d'informations que tu conseillerais pour rester Ah, capable par rapport à tout ce qui se passe. Au-delà de ta newsletter, bien évidemment. oui, alors, je trouve qu'il y a, alors c'est en anglais, mais il y a en tout cas alors je sais pas tout dépend ce qui vous intéresse en fait, parce que je pense que s'informer sur ce qui se passe dans l'IA, c'est intéressant, mais il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a beaucoup d'annonces, de surannonces, etc. Donc, je trouve que les newsletters américaines sont bien meilleures que les newsletters françaises pour celles qui parlent d'actualité. Moi, je me suis fabriqué un petit robot qui me fait tous les jours la synthèse de ce qu'il faut savoir. Donc, on ne l'a pas encore mis en ligne pour l'instant parce que je l'utilise pour moi, mais il marche très bien. Mais sinon, aux États-Unis, vous avez Rundown AI, qui est effectivement très bien, qui est la plus connue d'ailleurs. Et vous avez une qui est intéressante. Rundown, je vous le mets comme ça. Rundown AI. Et sinon, vous avez Bensbyte. Moi, je l'aime beaucoup, Bensbyte, parce que c'est un type qui fait ça tout seul. Et là, il a pris la décision, sa newsletter était quotidienne, de dire, mais de toute façon, il y a tellement de bullshit, ça ne sert à rien, on a besoin de se reposer un petit peu. Donc, il a fait 2 fois par semaine cette fois-ci. Donc, c'est que des synthèses. Donc, je pense que… Et globalement, par rapport à ça, je vous inviterai… Alors, vous avez aussi, sur LinkedIn, vous avez… comment ça s'appelle? Je vous retrouverai le nom, personne qui le fait. Mais je vous invite de toute façon à pas… Alors, Twitter est une excellente source d'information. Hein. Ce n'est pas bon pour plein de choses, mais pour
Pour l'IA, en revanche, si vous suivez les bons comptes, c'est quand même, il y a plein de tutoriels notamment. Il y a beaucoup de bullshit aussi, hein, évidemment, de gens. Mais en fait, c'est la meilleure source d'information sur l'IA aujourd'hui, c'est Twitter, même si les gens n'aiment pas. Mais en tout cas, sur l'IA, c'est là où ça se passe. C'est là où échangent aussi les scientifiques. Vous avez des très, très bonnes, des personnes très intéressantes qui le font. Si vous regardez sur mon compte, vous devrez, normalement, je dois avoir mes listes. Donc, j'ai plusieurs listes en fait sur l'IA. Donc, vous pouvez vous abonner à mes listes, par exemple. Et celle de mon associé est meilleure encore parce que lui ne prend que les scientifiques et les ingénieurs. Donc, du coup, il est sûr d'avoir du sérieux, mais bon, c'est peut-être parfois plus difficile à lire. Mais en tout cas, mais en revanche, vous affolez pas trop. De toute façon, partez du principe que tant que la poussière n'est pas retombée, donc attendez 2-3 mois, hein, ça sert à rien de. Là, ça fait des mois qu'on parle de GPT-5, de Strawberry, qui va devenir une intelligence artificielle générale, peut-être tellement importante que ça intéresse déjà les services secrets, etc. Mais sincèrement, tant que c'est pas arrivé, ça sert à rien d'y. Enfin, vous pouvez en parler, mais consacrez votre temps à travailler votre intelligence à vous, en fait, à vous inspirer, à lire, marcher, c'est très bon pour le cerveau, mangez bien, dormez bien, prenez du temps pour vous déjà. Et puis, moi, j'ai passé un mois à pas m'en occuper. Et sincèrement, je suis revenu, il ne s'est rien passé, hein. Il s'est passé plein de trucs, mais moi, faites l'essai de vous arrêter de vous informer, même en général pendant un mois. C'est ce que j'écris dans mon livre, hein, qui s'appelle Information et indigestion. J'en fais pas la pub, mais qui en fait vous arrêtez pendant un mois et vous regardez ensuite ce que vous avez raté, vous regardez si c'était vraiment important. Et un mois après, est-ce que c'est encore important? Quand vous avez fait ce travail-là, déjà, vous aurez une meilleure façon de trier et peut-être un peu plus de recul par rapport à tout ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment clairement ralentir un petit peu le rythme par rapport à l'IA. En fait, si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Vous avez plein de choses. Alors, la plupart des modèles ont rejoint GPT-4, donc tout le monde est au niveau de ChatGPT, maintenant un peu supérieur à ChatGPT. On fait mieux des vidéos, mais ce n'est pas vraiment utilisable professionnellement. Vous pouvez traduire vos vidéos avec à la voix, donc ça c'est bien. Et puis, vous pouvez faire des images. Qu'est-ce qui a changé de plus? Vous avez le RAG qui est arrivé. Alors, tout le monde s'est embarqué dedans. Je vous conseille de le faire, mais avec beaucoup de prudence, parce que si vous automatisez, vous risquez d'avoir de vraies erreurs. Et j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises alors qu'ils le vendent. Je dis, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Oui, mais bon, c'est dans la limite tolérable. D'accord. Enfin, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on vérifie? Donc, il ne s'est pas passé autant de choses que ce qu'on veut dire, hein, que ce qu'on imagine, en fait, hein, fondamentalement. Donc, la prochaine vague, c'est la vidéo, mais ce n'est pas encore maintenant, hein. Donc, intéressez-vous-y par curiosité, essayez de comprendre comment ça fonctionne. La priorité, à mon avis, que vous devriez regarder, ce n'est pas tant de vous informer que d'essayer de comprendre. Donc, pratiquez pour le coup. Pratiquez, faites des D'ailleurs, en prompts. fait, d'ailleurs, d'un point de vue technologique que tu as évoqué, il ne s'est passé pas grand-chose, mais ce qui s'est passé beaucoup, c'est l'usage. Les entreprises commencent à se dire comment je peux accélérer le travail de la RH, comment je peux accélérer le travail du marketing, comment je suis un investisseur, comment je peux accélérer ma value chain de la découverte des sociétés dans lesquelles je veux investir, à la due diligence, à la négociation, etc. Donc, du coup, les gens commencent de plus en plus maintenant à se dire, OK, maintenant, il y a ce set d'outils, et on en fait quoi? Voilà. Voilà, mais faites attention. Moi, je vais jouer le mec relou, hein, mais en fait, c'est pas la peine de s'éparpiller. Ces outils sont pas encore prêts, donc ne les intégrez pas à grande échelle. Ne lancez pas des grands programmes d'installation d'un grand projet avec tous vos documents, etc. Il y a trop de risques d'erreur. Faites des projets à côté, faites des expériences, regardez comment ça marche sur des petits projets. Et c'est important de s'y mettre d'ailleurs, mais ne lancez pas de grands projets parce que tout avance tellement vite que le modèle que vous aurez mis en place avec un super consultant qui vous aura développé votre propre système, fine-tuné, comme il va vous dire, sur votre RAG pour utiliser votre documentation, ben peut-être dans 6 mois, ChatGPT sera capable de le faire. Donc ça avance tellement vite, ne prenez pas ce risque-là. En revanche, il y a plein de choses très pratiques qui nous font gagner du temps, comme apprendre à écrire un mail, faire une annonce, publier une annonce, analyser un document, faire la synthèse, faire de la synthèse d'articles scientifiques, par exemple, automatiser un certain nombre aussi de contenus qu'on peut faire, ou en traduction, en personnalisant, etc. Il y a plein de petites tâches dont on ne parle pas d'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs que plus de 60% des TPE disent qu'après avoir utilisé ChatGPT, elles se rendent compte que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement comment dire on nous a tellement raconté des choses extraordinaires sur l'IA qu'en fait, à la fin, on a besoin de faire des choses très simples. Déjà, si vous êtes capable d'utiliser tous les jours l'IA
pour faire de la synthèse, répondre à vos mails, faire le premier jet de vos textes sur les réseaux sociaux. Le premier jet, pas tout le texte, sinon vous allez perdre du temps. Mais le premier jet, vous faire gagner du temps. Mettre en ordre vos idées, brainstormer. Déjà, si vous arrivez à avoir des bons prompts et à être capable de faire ça quotidiennement et être capable de faire des images intéressantes, déjà, c'est suffisant. Et déjà, intégrer ça dans l'entreprise et faire gagner du temps aux gens. Pardon? Les recherches de la MIT ont montré qu'un cas d'utilisation qui semble banal, mais jamais cité, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des fichiers Excel. Toutes nos sociétés sont remplies de fichiers Excel dans tous les sens, avec des calculs. Et voilà, il y a beaucoup d'automatisation possible. Il y a des gens qui passent des journées et pour rendre un fichier Excel au responsable, devant le matin, telle ou telle réunion. Et ça, au lieu d'y passer une journée entière, bah, il passe 5 minutes. Ou le bouton. Voilà, alors sachant que le fichier, le fichier Excel, il peut être analysé correctement par ChatGPT avec son outil Data Analyst, hein, parce que les autres ne savent pas le faire. Donc, si vous demandez à Claude, par exemple, de calculer le pourcentage sur votre business plan, par exemple, il va se tromper, hein. Donc, faites attention à bien utiliser le bon outil pour le faire. Mais effectivement, en tout cas, il y a des petites tâches comme ça. Par exemple, l'analyse, le travail sur les documents, c'est un vrai boulot. Sincèrement, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Et donc, apprendre déjà à utiliser, à analyser, à exploiter des documents PDF avec ChatGPT ou avec Claude, par exemple, c'est déjà, apprenez à le faire, à bien le faire. Et déjà, ça vous fera gagner du temps. Après, automatiser tout ça, c'est encore une autre histoire, mais il faut le faire avec prudence parce que, encore une fois, ils sont très erratiques, même sur un document. Benoît, vraiment un grand merci. On pourrait rester l'après-midi. Merci encore de ta présence. Il est, je crois, 20h chez toi à Bali. J'espère que tu vas 20h. profiter de la soirée. J'espère que tu vas profiter de la soirée. Nous allons profiter du cocktail qui s'arrive là-bas au fond. Donc, on te dit à très bientôt, certainement, pour d'autres conférences où tu seras un intervenant que nous recevrons toujours avec grand plaisir. À bientôt, Avec Benoît. plaisir. À bientôt. Au revoir.